T'avais des croix en bois avec du barbelé comme en temps de guerre. J'ai Paul Hit the Road qui cherchait à faire un stage. Je mangeais pour 1 franc. Et je le vois sauter comme ça, 3 mètres, la moto elle part. Mais il était à fond de 3 parce qu'il faut monter à fond de 3. Ouais. Et on filait direction Palavas-les-Flots par la plage. T'avais le droit de rouler sur la plage. Tu faisais ce que tu voulais. 600 Ténéré. Encore Yamaha. 3 AJ. I speak English of the bout des doigts. J'ai créé Eric de Seine et je lui envoie un projet. Moi, je fais du Paul t'arrête. Et là, je me retrouve, je vois les 2 gars, ils font ploum, et je les vois plus. On n'en a pas parlé, mais je suis pompier. J'ai quand même une anecdote. La journée noire au Maroc l'année dernière. We are live. Attends, mais on est en direct. Tu fais comme les pros. Non, je le fais jamais ça. Ah non, ça va. Tu fais quoi? Tu tues des mouches là? Non. Tu veux que je tape du pied? Ah non, ça m'a pas réussi la dernière fois. Salut, c'est Greg, bienvenue dans ce nouvel épisode d'interview autour du tonneau. Aujourd'hui, je reçois Yann, ça fait un moment que je vous en parle sur ma chaîne, et on va voir un petit peu l'autre côté de la barrière, puisque tu as une école de pilotage, donc tu vas nous apprendre à conduire, à piloter un trail, et tu vas pouvoir aussi nous emmener en voyage, et des fois très loin. Donc on va voir ça, j'ai pas mal de questions. On est parti? Allez, c'est parti. Première chose que j'aime bien savoir pour démarrer, c'est comment est-ce que t'es tombé dans la moto? Ou plutôt arrivé dans la moto. Arrivé dans la moto. Ah, c'est très personnel. On est une famille de 4, donc j'ai 2 frères et une sœur. Ok. On n'a pas d'argent, clair. Moi, je suis issu de rien. Et j'ai des copains qui ont des motos, notamment une petite Suzuki 125. Ouais. Et on a un champ libre d'accès. Et en gros, on fait nos armes là-dessus. Et D'accord. puis après, t'es pris par le truc, quoi. Ah ouais, donc ça a commencé direct, pas sur la route, mais dans la Ah bah, terre. tout quoi, le temps le dans champ. les chemins, ouais, la moto on l'a cassée plusieurs fois, on l'a réparée, tu bricoles. Et puis tu sais, on faisait des tours, on se chronométrait. Je n'avais aucune technique, rien. Encore une fois, on était un groupe on n'a pas d'argent, Ouais. on vient de rien, donc c'était notre seul outil D'accord. pour se sortir de ce qu'on avait, quoi, ou Ok. ce qu'on n'avait pas. Et c'est chacun ses 10 minutes de moto, tu sais. Ouais, ça a duré moins longtemps. Après, À moi. Mais il fallait mettre de l'essence. Ah oui. Et il fallait avoir des sous pour ça. Ah oui. Tu vois le truc? Je vois. Dans les années 80, alors ça, c'était quelle année ça? Ouais, dans les fins 80, c'était ça. Hein. D'accord. Donc, parce que je suis tout jeune. Oui. On est tous tout jeunes. Donc voilà, ça. Et puis après, la famille, personne ne fait de moto. Personne ne fait de Ah, moto. ok. Non, personne. Et c'est vraiment quelque chose qui est très personnel, où je me retrouve, je suis avec mes copains, ça me plaît. Et puis alors, pas de notion de vitesse, encore une fois. Je ne suis pas du tout là-dedans. Oui. Mais c'est cette notion de liberté et de te dire qu'à chaque fois, ça t'ouvre des horizons incroyables, quoi. Ah oui, ça, on va en parler. Oui. Donc après 14 ans, j'arrive à négocier avec les parents d'avoir une DT50. Ouh. Donc la Yamaha, d'où l'origine Yamaha. Yamaha. J'ai ma DT50 que je paye en faisant les marchés. Enfin bon, voilà. Il n'y a pas de vitesse à l'époque, je sais pas, c'est un 49.9, il n'y a pas de vitesse. Ça n'existe pas c'est que des variateurs, comme les scooters un peu. Donc j'ai appris sur un scooter, Yamaha. Et puis après, tu commences à étendre, tu commences à te réunir avec les collègues. Et puis après, en plus des études, tu te payes ton permis 125, donc 17 ans. Ouais. Permis 125 que je passe rapidement. Et du coup, 125 DTLC Yamaha. Encore. Alors, je me rappelle même plus pourquoi. C'était une bleu ciel. Elle était bleu ciel. Et donc, tu bascules de 45 km/h à 90-100 km/h, tu vois le truc. Et toujours dans les chemins. Ok. Par contre, tu vois, toujours dans les chemins. Donc, j'habitais Arles. Donc tu vois, pas loin d'ici. Et là, je commence à sortir dans les chemins, on avait le droit à l'époque, il n'y avait pas les histoires de panneaux, de feux de forêt, et puis personne ne te regardait. Et puis il y avait très peu de monde dans les chemins. Ouais, Enfin, ouais. deux roues, En fait, très peu, c'était pas du tout... c'était plus la route, la moto, c'était les Suzuki Katana, les trucs comme ça, tu vois, c'était... Oui. Donc non, il n'y avait pas. Et puis petit à petit, t'apprends, toujours pas de sous pour faire des cours ou apprendre le tout-terrain. Et puis après, à 18 ans, tu décides de vendre tout ça, passer le permis gros cube, que tu te finances toi-même en bossant. Hein. Tu fais les marchés, tu fais les fruits, les légumes, les salades l'hiver, enfin bon, tout en faisant tes études. 600 Ténéré. Encore Yamaha. 3 AJ. En fait, c'est la moto du rêve du Dakar. Voilà. Donc, comme je te disais tout à l'heure, moi j'habite pas loin de Sète. Donc, on partait le 31 décembre ou le 1er janvier. On allait voir l'embarquement du Dakar. Quand tu vois les images à la télé, c'était tout juste incroyable. Mais tu sais que tu peux pas le faire. Et donc, tu fais que rêver. Là, j'ai commencé à étendre vraiment mon champ de voyage. Donc, la France, elle est faite en long, en large, en travers. Toujours en solo. Ah ouais. Alors, j'ai 18 ans, donc c'est dans les années mi-90, je suis né en 76. Ok. Aujourd'hui, c'est facile, mais
Les mecs qui ont 18 ans roulent à moto, il n'y en a pas. Ouais. Voilà, ils ont la voiture. Moi, j'ai passé mon permis voiture après, quand je suis devenu papa, pour te dire. Et puis, aller vraiment faire passer des 3, 4, 5 jours, 6 jours seul à moto ou en groupe, ça n'existe pas. Les gens roulent le samedi, dimanche. Oui. Il n'y avait pas encore cette notion, c'était loup solitaire. Quoi. Ouais, et puis tu sais, la moto, je parle dimanche, un peu comme l'enduro. Je fais ma balade en journée, j'ai mis la poignée en coin. C'est l'époque où tu n'as pas de radar, c'est l'époque où la gendarmerie t'arrête et te dit c'est pas bien ce que tu fais. Hein. Ouais, mais bon, tu sais, et puis le mec il te suit parce qu'il s'éclate avec toi. Faut pas le dire. Ça, faut pas le dire. Et moi, j'étais dans une autre. Déjà, c'est la notion de voyager à moto. Ouais. Alors, c'est pas des grands voyages au début, parce que je pouvais pas. Mais la France, l'Espagne, c'est vite fait, tu pars, puis c'est début de voyage. Enfin, c'est pas comme là. Là, tout est facile. Ouais. T'as pas forcément de carte bleue. Le téléphone portable, il n'existe pas. Pas d'internet. Et voilà, ça veut dire que tu pars avec une carte, ou tu pars, tu vois un chemin et tu le prends. Ouais. Tu te posais pas la question de savoir s'il est ouvert au cadastre, pas ouvert au cadastre, t'allais faire chez quelqu'un ou pas. La notion était inexistante de ça. Et les pneus, là aujourd'hui tu dis tiens, je vais prendre un E10, un E9, t'as le Michelin T66, voilà, c'était le pneu mixte. Et avec ça ? Et après sinon ça n'existait pas. Oui. Et quand tu allais en concession, ça c'est le pire, quand tu vas en concession et tu dis que tu pars sur un trip en Espagne, pendant 15 jours tu vas faire de la piste, avec la moto, le mec il te regarde, avec la moto là, bah oui, ah bah d'accord, mais tu pars, bah oui, t'as pas les valises comme ça, c'était ton sac à dos. Non, un sac de sport et un sac poubelle par-dessus pour que ça le rende étanche et des tendeurs. Au pire, tu as des top cases, mais tu n'as pas ça. Et partir en tente, quand tu disais déjà que tu faisais un bivouac au bord de l'eau, que tu te lavais dans la rivière. T'étais Mike Horn, là. Donc le 600 Ténéré, pour te continuer l'histoire, j'arrive à me trouver 2-3 copains. Et c'est les premières époques, alors là je vais le dire, mais parce que les gens vont être jaloux. Mais en fait, moi j'habitais, on allait au Sainte-Marie-de-la-Mer ou Port-Saint-Louis-du-Rhône, et on filait direction Palavas-les-Flots par la plage. T'avais le droit de rouler sur la plage. Tu faisais ce que tu voulais. Bordel. Et donc là, je me trouve 3 copains avec des 125 et puis des 600. On se met les tentes, on se met tout ça sur... on se met à bouffer la popote et tout. On part avec rien, je te dis, mais rien. Même pas des chambres à air, des outils. Quand je vois les cours que je donne maintenant pour préparer les gens en voyage, je me dis, mais en fait, oui, mais parce que ça, on a essuyé tous nos plâtres. Oui, bah oui. On a essuyé nos plâtres. Et donc, on fait ça et on le fait plusieurs fois. Parce que rouler dans le sable, c'est le Dakar pour nous. Ouais. Bivouaquer au bord de la mer, il n'y avait personne, tu vois, il n'y avait pas comme maintenant le tourisme de masse ou autre. Et ça, on développe beaucoup d'aventures comme ça. Et après, on va un peu plus loin. Au bout d'1 an et 2 mois, ils avaient un Super Ténéré 750 dans la concession, bordeaux et gris, très rare. Ok. D'accord. Il était là, ça faisait 6 mois, il n'arrivait pas à le vendre parce que C'était pas l'époque. Le trail finissait. En fait, tu es dans les 94, j'ai 18 ans, donc à 19 ans, 95. Le trail diminue, ça n'a jamais été très... Là, ça devient la mode de la sportive, non ? Ouais, le 900 CBR sort, la machine de guerre, je sais pas si... À l'époque, une moto comme ça, 190 kilos... Pas de frein, grosse puissance. Ouais, et puis la moto, elle est à 900, c'était en fait une cylindrée qui était atypique. Tout était issu du monde du sport. Oui. 7,5, 1000, mais là c'était 900. Donc rien, pas faite pour le superbike, faite pour le grand public. Une machine qui a tué beaucoup de gens. Oui, il y en a un peu beaucoup des entières apparemment. Ouais. Et, mais donc le trail, tu vois, diminue. Et moi, ce Super Ténéré, il est flambant neuf, il a 7000 bornes. Moi, je suis en apprentissage, il faut savoir. Et donc, je fais des études d'optique, comme je t'ai disais, et je fais ça en alternance. Je vois. Donc, je me retrouve à pouvoir l'acheter. Et le mec, il me fait un prix canon. Elle était à 32 000 francs. Pour ceux qui savent ce que c'est. Oh là là, attends, 6,55, 957. Donc elle était à 4500, un peu 4800 €, et il me l'a fait à 25 000 francs. Ah oui, il m'enlève 7 000 francs, il me met des pneus, des machins, il veut s'en débarrasser, il n'arrive pas à la vendre. Et là, si tu veux, c'est un bicylindre, 70 chevaux, tu vois. Ah bah c'est ça. Non mais elle fait 74, donc tu vois, en fait on est dans... Bon, elle fait le poids peut-être un poil plus lourd, mais pas tant que ça. Et puis là, c'est le début de... Là, j'ai mis 2 gros sacs poubelles. Et si tu veux, je me suis retrouvé à avoir une période où j'ai eu 3 mois je ne travaillais pas ou autre. Et je suis parti faire un petit peu mon tour d'Europe. D'accord. Voilà. Donc je suis parti tout seul avec cette moto, sans aucune préparation, avec des pays très compliqués. Avant, il y avait la Yougoslavie. Ouais. Tu vois, la Yougoslavie, Croatie, Slovénie, Tchéquie, voilà. Ça, c'était un seul pays en guerre qui était compliqué. Donc arrêté à la frontière... Tu fais quoi, toi, ici? Ouais, avec une grosse voix, bien. Et donc, en fait, l'idée, c'était de partir. Je voulais retourner en Grèce. J'avais été en colonie en Grèce. La Grèce, c'est un pays que j'aime beaucoup. Donc j'ai commencé par faire d'abord
Espagne, Portugal, je l'avais déjà fait, donc ça j'ai tout traversé. Alors pas forcément des pistes, mais tu vois, en mode nawak complet, tu prenais peut-être une douche tous les 2-3 jours, un camping tous les 2-3 jours, parce que j'avais de l'argent de côté, mais pas beaucoup. Donc redescendre par la France, Italie, je voulais aller en Grèce par le bateau. J'ai dit non, je vais passer par le nord, donc par tout ce qui est aujourd'hui Croatie, tout ça, et redescendre par l'Albanie et la Grèce. Et c'était pas possible. Bloqué à la frontière. Ils veulent pas te laisser rentrer? Non. Ah bah tu peux pas. Mais parce que c'est dangereux pour toi, c'est par gentillesse pour toi ou c'est pourquoi est-ce que... Non, alors déjà à l'époque, c'est ça que l'espace Schengen c'est énorme, on se rend pas compte de la chance qu'on a aujourd'hui. Tu arrivais en Italie, Italie, pays cousin, frère d'histoire, même si on s'est fait la guerre, tu te retrouves à passer la frontière française, donc tous les sacs, les machins, les gendarmes... Carabinieri. Non, mais style, tu sais, Louis de Funès, tout ça. Ah oui. Et tu fais 100 mètres, tu as la frontière italienne. Et comme ils ont vu que les Français t'avaient dépouillé la moto, eh ben, tu redépouillais encore tes affaires. Donc tu avais 2 frontières à passer. Et surtout, tu avais aussi la monnaie. C'était la lire. Ah oui. Il n'y avait pas l'euro de maintenant. Tu vois, alors tu vas me dire que c'est facile et tant mieux, mais donc il fallait que tu aies de la monnaie aussi italienne. Donc tu fasses du change. Quand tu passais en Grèce, c'était le drachme, il fallait changer. Donc je file tout droit, j'arrive à passer. Donc à chaque frontière, tu avais la frontière du pays que tu sortais et la frontière du pays où tu rentres. Et des fois, tu arrives à sortir, mais tu n'arrivais pas à rentrer. Et c'est ce qui s'est passé dans l'actuelle Slovénie. J'ai pas pu rentrer parce que le pays était vraiment sous tension. Là, c'était... mais vraiment, tu avais des croix en bois avec du barbelé comme en temps de guerre. Donc, je décide de redescendre par l'Italie. À Bari, je prends le bateau. Là, je vais jusqu'en Grèce. Je passe 3 semaines en Grèce à moto. Là, c'est le pays que j'adore beaucoup, l'histoire, la mythologie, j'aime beaucoup. Et après, je remonte par la Bulgarie, je remonte par la Roumanie, je contourne en fait ce noyau au cœur de l'Europe qui était compliqué. Et les autres n'étaient pas compliqués? Bon, ça devait être des pays pauvres. Non, c'était compliqué, mais si tu veux, en fait, ils te laissaient passer, ils te laissaient attendre. Tu poireautais, tu sais même pas pourquoi tu parlais pas la langue. Ils parlaient pas un brin d'anglais, puis moi, l'anglais l'école. Voilà. Donc, I speak English of the bout des doigts. Et puis tu te retrouves à attendre, ils comprennent pas, tu les comprends pas, et comme ils te comprennent pas et que tu les comprends pas, au bout d'un moment ils te laissent passer, ils fouillent un peu la moto, tout ça. Drogue? Non, ok. Ouais, puis je ne sais même pas, non, je pense que c'était, tu sais même pas pourquoi. Et puis des langues cyrilliques, des fois, donc tu comprends pas, un panneau en panneau. Ah oui. C'est cyrillique, donc c'est pas, tu as des lettres de l'alphabet. T'as le gros panneau attention, tu regardes, tu fais bon, il y a un truc, voilà, mais je sais marqué pas. attention, le code. Ouais, après, c'était une très belle expérience, qu'après je suis remonté un peu dans les pays nordiques, pas longtemps, parce qu'il fallait que je redescende. C'était déjà cher là-haut? Je suis allé jusqu'au Danemark, parce qu'après monter plus, j'avais pas le temps. Oui, c'était plus cher. De toute façon, à l'époque, mais même, tu vois, même l'Espagne, c'était un pays pauvre. Le Portugal, c'était vraiment des pays où les Français allaient en vacances, parce que pour eux... Aujourd'hui encore, c'est moins cher que chez nous. C'était encore... Ah oui, non, mais bien sûr. Même la Grèce. La Grèce, pour te parler en francs, je mangeais pour 1 franc. Wow. 1 franc, c'est 15 centimes d'euros. T'arrivais à un endroit, t'avais l'assiette de frites, le poisson grillé, tu dormais à un endroit, personne ne te disait, tu payais 1 franc. 1 franc, c'est... Okay. Donc en fait, moi je sais pas, j'avais 12 ou 13 000 francs. Donc c'est même pas 2 000 euros. Allez, 2 000 euros, allez. Pour 3 mois. Pour 2 mois et demi. Avec l'essence. Ouais, mais c'était un autre délire. C'est ça, c'était pas pareil. Donc ça, c'était mon expérience à moto, seul, puis des débuts, quoi, qui m'ont donné des goûts d'envie, d'aventure, qui ont tout de suite été freinés par... j'ai rencontré ma femme. Ça, tu crois que je le laisse au montage ou Je peux pas. Non, mais j'ai rencontré Marilyn tôt. Moi, tu sais, je me suis marié à 22 ans. J'ai eu Clémence, qu'elle a 22 ans. Et donc, si tu veux, là, j'ai fait le break. Le break de la moto, pas longtemps, mais de la continuité de ça. Tu peux plus partir longtemps après. Non, puis moi, j'ai voulu m'occuper de mes enfants. Ouais. Ça, c'est clair. Et donc, tu t'occupes de tes enfants. Et puis, donc, j'ai des routières. Là, c'est la période de GT sportive, ZZR 1100, GTS. Ok, d'accord. Tu sais, la Yamaha avec le monobras, tu connais? Ah oui, je vois. J'en ai eu 2. Tout le monde l'aimait pas, cette moto. Moi, je suis tellement débile que je l'adorais. Mais elle était extraordinaire. C'est un télélever que tu as l'avant. C'était même beaucoup plus stable que la GS et le télélever d'aujourd'hui. Après, j'ai eu ma période de GT sportive où j'ai fait des week-ends avec ma femme, avec tu fais le motard du samedi, dimanche et des jours fériés, quoi, voilà. Ouais. Et après, en 2010, c'est la renaissance. Ah. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Tu te retrouves avec, encore une fois, Yamaha, il sort la Super Ténéré, la 1200. Ok. C'est une belle machine, je sais pas si tu la connais. Si, on a quelques collègues qui l'ont et
Anto Labaroud, par Ouais, exemple, Anthony, qui lui a ouais, calé je connais. 200 000. 200 000 Il a bornes. 200 000 bornes. Oui, c'est ça, plus de 200 000. Ouais. Et quand il la sorte, elle ravive tout le feu que j'avais d'avant. Tu vois. D'accord. Et puis bah, je me l'achète. Et puis je commence à retourner dans les chemins avec un tank de 265 kilos, je crois. Mais pour moi, c'est une 125. Ouais. Tu vois. Mais par contre, comment vient l'idée de se dire je veux monter une école et je veux enseigner aux autres? Eh ben, par pas mal de difficultés que moi j'ai rencontrées quand j'ai voyagé. Alors pour la partie voyage, parce que dans le voyage, tu as la partie, et pas que le tout-terrain. Tu vois, c'est une école de pilotage qui t'instruit et qui t'explique comment, ou qui te donne des cours pour le tout-terrain, il y en a partout, Oui. en fait. Mais une école du voyage, moi c'est pour ça que j'appelle mon école de pilotage, c'est l'école du voyage. Ah oui, d'accord. Tu as la notion aussi d'autonomie, de confiance en soi, tu as la notion de connaître sa machine, un petit peu la mécanique ou des choses comme ça. Tu as aussi la connaissance, peut-être aussi dans la navigation, dans l'autonomie, tu vois, c'est vraiment un environnement. C'est large. Ouais. Et ça, c'est ce qui m'a donné aussi vraiment envie d'aller de créer cette école. Il n'y a pas que le tout-terrain, encore une fois. Le tout-terrain, c'est une petite partie, vraiment, pour moi, du voyage. Ok. Parce que tu as des pays, moi je me suis retrouvé en Grèce ou des fois en Europe de l'Est, sur ta carte tu as une route, tu arrives, c'est pas une route. Ouais. Et tu t'adaptes. Et j'ai rencontré des difficultés, que ce soit lié au poids de la moto, le manque de technique, Oui. La météorologie qui dégrade complètement la piste. les pneus que tu n'as pas, parce que tu n'as pas de notion. Donc les motos, je les ai fait tomber. Je me suis jamais blessé, à part il y a 1 an et demi, mais on pourrait y revenir dessus. Mais je me suis jamais blessé à moto parce qu'encore une fois, je suis dans une notion de voyage, je suis d'aventure. Ouais. Je suis pas dans une notion de performance. Ça, Oui, pas, tu cherches pas à faire ce que certains font aujourd'hui, du off-road extrême, quoi. Voilà. Non, alors j'en fais aujourd'hui parce que j'ai envie d'aller vers à titre personnel, on va dire, aller vers un rêve. Ouais. Mais ça c'est personnel, c'est moi. Et ça je veux pas l'emmener dans mon école tout le temps. Tu vois, je veux pas que ce soit l'image de l'école. L'image de l'école, c'est de dire, je peux accompagner les gens parce que j'ai une vraie expérience. Alors j'ai pas fait un tour du monde, mais par contre, on n'en a pas parlé, mais je suis pompier. Ouais. Et chez les pompiers, j'ai cette particularité d'avoir la compétence d'être formateur de conduite. Okay. Que ce soit tout terrain pour les poids lourds, les gros camions, des 16 tonnes, ça je le fais depuis des années. Je suis formateur pour les petits 4x4, je suis formateur pour les échelles, pour les pompes, enfin bref. Et ce rôle de formateur, il s'acquiert et il se travaille vraiment sur du long terme. Ça fait 18 ans que je fais ça. D'accord. Donc 18 ans que je passe des formations pour être formateur, que j'apprends à gérer des groupes, que j'apprends à gérer des stages, à créer des stages. Je suis concepteur de stages. Okay. Tu vois, si tu veux, on est impliqué là-dedans et on a une grosse autonomie. Et ça concerne la conduite. Cette compétence-là, tu ne l'acquiers pas avec les diplômes que tu passes après. Les diplômes que tu passes, et ça je le dis tout le temps avec un peu d'ironie, mais ils te permettent d'être clean au niveau responsabilité, assurance et qualification. Il y a la compétence et la qualification. La qualification, c'est aussi être correct et respectueux envers les gens pour dire j'ai un diplôme reconnu par la fédération, je suis assuré pour ça, j'ai acquis quelque chose. Mais ça ne te donne pas tout. Oui, ça ne veut pas dire que tu es un bon prof ou que tu vas savoir transmettre. Il te faut de la compétence. Et la compétence, il t'en faut et en pilotage, parce qu'il faut montrer. Oui. Et en tant que formateur, parce qu'il faut accompagner, il faut expliquer. Et c'est ce que je disais aussi à Tony, on peut le dire, hein, Tony, parce qu'on a mangé hier soir ensemble. Moi, je ne fais pas beaucoup de pédagogie. La pédagogie, c'est pour les enfants. Moi, je fais beaucoup d'andragogie. Alors, c'est des mots un peu intellectuels, là, c'est la minute Wikipédia. Ça, j'ai rien compris. Je fais la minute Wikipédia, attention à l'AVC. L'andragogie, andros, c'est l'adulte, et c'est une autre manière de former. Et moi, chez les pompiers, je suis formé à ça. D'accord. À former, et je forme aussi à être formateur. Donc si tu veux, ça me donne, j'ai un bagage. Et la moto, donc le retour de la Super Ténéré, 6 ans, je t'expliquais, d'accidents, de travail que j'ai eu, j'ai eu pas mal de problèmes au boulot, de tendons, de scie, de ruptures, d'accidents, enfin bref. Ça m'a mis dans une phase où j'étais pas forcément bien, et il fallait que, et j'étais pas sûr, le dernier accident que j'ai eu, j'étais pas sûr de pouvoir continuer mon métier de sapeur-pompier. Okay. Ça c'est clair, le docteur c'était... Et moi, retourner dans un magasin à faire des lunettes, je peux plus. 20 ans après, c'est plus possible. Ouais. Et j'avais vraiment envie de ça. Et donc, je construis mon projet, assis sur mon canapé. Tu vois, un peu comme je fais en ce moment, là. Exactement. Voilà. En fait, on vit un peu la même chose. Et parce qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu vois, en 6 ans, ça fait beaucoup. Ouais. Et je construis mon projet. Et il y a un moment, je me dis, c'est une évidence. Je peux apporter quelque chose, je peux le faire. Okay. Je vais le tenter. Donc, j'investis beaucoup. J'investis plus de 12 000 € sur mes fonds propres. Moi, je n'ai pas d'aide, hein, je travaille, donc le fonctionnaire
n'a pas d'aide. Moi, je suis dans une phase 2018, je te le dis, 2018, monter une école avec un Super Ténéré 1200, il n'y a pas la Ténéré 700, il n'y a pas les KTM, il n'y a pas les Touareg, il n'y a pas la communication comme on fait aujourd'hui. 2018, il n'y a pas ça. Ils sont 2, 3 à faire ça en France. Et moi, je suis bien placé. Je suis dans le Morvan. J'ai une terre qui est propice et idéale à ça. Parce que voilà, j'ai une commune qui me suit, parce que je les connais, qui me prête un terrain pour ça. J'ai un gîte de groupe qui était là avant, quand on se servait pour du gîte pour les gens de passage ou des choses comme ça. J'ai ma compétence de formateur, j'ai financé ma qualification parce que je voulais être clean et assuré auprès des gens, ça c'était important pour moi. Voilà, ça, je suis un pompier et dans les règles. Donc en fait, si tu veux, j'ai tous les ingrédients. Moi, je n'ai pas voulu aller faire des cours chez telle personne ou telle personne. J'ai pas voulu faire de rando organisé à tel endroit ou tel endroit parce que je voulais pas copier. Moi, mon but aussi, j'aime pas copier, je dis pas qu'on s'inspire pas, parce que c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui le fait, mais moi, j'ai voulu garder ma personnalité et me dire que si ça fonctionne, c'est parce que tous les ingrédients et toute l'énergie que je veux mettre dans ce projet, en fait, la marmite de Merlin, tu vois, comme dans Astérix Obélix, quand il sort la potion, cette potion, quand je la fais goûter aux gens, eh ben, en fait, ça fonctionne. Ok. Alors qu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas la médiatisation, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les magazines n'en parlaient pas autant, il n'y avait pas tout ça. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours, grâce à tous mes accidents que j'ai eus, j'ai réussi à garder tous mes congés. Et donc, ça m'a permis de libérer ce temps pour pouvoir passer les diplômes, parce que c'est énergivore, en temps, c'est chronophage, c'est énorme. Et il fallait faire des allers-retours jusque dans le Nord, c'était des 3 semaines d'affilée, tu vois, c'est pas rien en fait de passer ces diplômes quand tu bosses. C'est vraiment, il faut t'occuper de ta famille, il faut t'occuper de la maison, enfin, ça a duré, c'était sur 9 mois à peu près, passé en 2 parties, c'est énorme. Et ça, il fallait que je l'ai. Et hop, l'école naît. Au départ, le nom que je veux donner parce qu'il faut trouver un nom, tu vois. On est dans le même. Il va falloir qu'on trouve un nom pour l'événement qu'on va faire ensemble l'année prochaine. Yes. Mais moi, faut savoir que mon premier logo, je le fais avec mes filles. On se met sur Photoshop, tu vois. Enfin. Je voulais l'appeler Maxi Trail Rando. J'arrivais pas, moi je suis nul à en trouver des noms, je suis une quiche. Donc Maxi Trail Rando. Et puis je fais un petit écusson avec une roue comme tout le monde fait, les vignes, l'escargot de Bourgogne, tu vois. Et puis je rencontre un collègue pendant le stage, il vient à la maison et on fait une première rando ensemble. Et puis il me dit, mais putain, mais chez toi, il dit, toi c'est la trail attitude. Il dit, toi en fait t'es vraiment dans... Et puis il a l'air de dire, en fait c'est vraiment... C'est pas de l'enduro, c'est pas du cross, c'est pas du circuit, t'es vraiment dans le monde du trail. Et là, j'ai dit, t'as trouvé le nom de mon entreprise. J'ai déposé, j'ai payé pour déposer. Trail Attitude, c'est déposé. Et du coup, je lui ai dit, ça te dérange pas? Il me dit, non, mais au contraire. Voilà. Et dans cette école Trail Attitude, du coup, toutes les motos sont les bienvenues. Mais pas que la Ténéré. Non, je suis un Ténéré Center pour Yamaha, parce que c'est un partenariat qui est fait suite à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et sincèrement, je te le dis avec beaucoup de franchise, la politique de Yamaha, donc notamment menée par François Tarou pour cette partie-là, au contraire, alors le Ténéré Camp, c'est spécifique parce que c'est un événement promo autour de la Ténéré, c'est normal. Mais sinon, eux, ils n'ont aucun problème, aucun souci avec le fait de dire si je mets des images ou si les gens viennent avec d'autres motos. Au contraire, le but c'est de laisser, et s'ils veulent de la comparer. Alors attends, ils veulent pas l'entendre parler. Oui, j'ai un pote, je sais. Mais il y en a, ils aiment pas parce qu'elle plaît. Tu sais, c'est mais peu importe. Toujours, tu dis blanc, il dit noir. Moi, je te le dis avec beaucoup de franchise aussi. Il y a aujourd'hui sur le marché, il y a que 2-3 motos qui rentrent dans cet esprit-là d'aventure, de comment moi je vois l'aventure en moto et tout ça. Elles n'ont pas la simplicité parce que maintenant il n'y a aucune moto c'est la seule qui est dans son créneau du coup. Et les 2 autres motos, elles ont l'électronique, tout ça. Après je le dis tu peux même le mettre tout ça. Moi j'ai beaucoup aimé la DZRX, mais la normale, pas la rallye. La rallye, elle est faite pour rouler fort, pour rouler. Moi j'avais mes suspensions JYTR, là tu peux les comparer. La rallye en fait elle est trop. Mais la normale, après ce que j'aime pas, c'est ces jantes... tu sais, tubeless exposé à l'avant, là, avec les bourrelets sur les côtés, les jantes tangentielles, je trouve ça exposé. Et si tu veux, encore une fois, j'aime bien parce que la moto est bien, tu as une position de conduite qui ressemble à la Ténéré, elle est faite pour les grands, parce que je suis grand. Moi, je suis pas à l'aise sur les petites motos,
Et, hein, c'est pareil, hein, le physique, ça fait le choix de la moto. C'est une moto que j'aime bien. Par contre, elle a des défauts, hein, un réservoir qui est hyper exposé. Tu vois, mais elle est dans cet esprit de baroudeuse, tu vois, malgré tout. Alors, à 17 ou 18 000 balles. Ouais. Donc, du coup, ben voilà, non. Et après, l'autre, c'est un peu l'Aprilia Touareg, tu vois. Ah oui, qui est très similaire. Ouais, en fait, elle ressemble dans l'esprit. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est l'ergonomie. C'est que les gens, des fois, comprennent pas. C'est l'ergonomie, c'est comment tu te positionnes sur la moto dès que tu es dessus. Et l'ergonomie d'une Ténéré, dès que tu es dessus, tu te sens bien, en tout terrain. Elle a été faite, alors tu reprends l'historique de la moto, les cale-pieds, ils ont mis 1 an pour les placer, le cadre pour replacer correctement, la rigidité, l'emplacement du guidon, l'inclinaison du bras oscillant pour donner de la motricité. Tout ça, c'est de la technique qu'on voit pendant mes stages, que j'explique. Et c'est pas moi qui l'ai créé la moto, hein. Mais cette moto, tu vois, elle a mis du temps à sortir, et c'est pour ça qu'elle fonctionne, parce que elle est de suite efficace. Tu vois, de suite. Donc c'est les deux qui se rapprocheraient. Mais par contre, elle est unique sur son secteur, parce qu'elle n'a pas d'électronique encore. Et c'est un vrai choix stratégique, commercial, tout ce que tu veux. Donc il faut l'assumer. Mais non, au contraire, tout le monde est le bienvenu chez Triattitude. C'est Triattitude. Moi, je me rappelle tout le temps de la première personne qui te téléphone pour dire est-ce que vous avez une place pour votre stage? Comment ça se passe? Je suis personne. Je suis pas issu du sport de haut niveau. On me connaît pas. Moi, j'ai pas ça. Et quand la personne, elle t'appelle, et c'est Coco Tiger, un petit bout de femme qui roule en Tiger 800. Qui a fait rabaisser sa moto, qui est toute petite, et elle me dit je suis petite, est-ce que tu penses que ça va? Mais oui, mais t'inquiète pas, j'adapte mon stage, et je sais pas où je vais. C'est mon premier stage. Attends, c'est chaud, quoi, comme quand ton permis et que tu prends la route. Tout seul, t'as ton permis, tu sors ta moto, tu dis je vais me balader. En fait, t'as plus le mec derrière qui te parle dans le casque, t'es tout seul. Et là, la machine, elle se met, tu vois, en marche, tu vois, c'est ça qui est. Et le terrain était aménagé, pas comme maintenant, pas comme il le sera plus tard, mais tu vois, il faut emmener. Et donc j'ai 6 personnes, ça fonctionne. Dans le même temps, c'est là où tu vois, la potion magique, elle prend. Dans le même temps, en fait, comme je suis en Super Ténéré 1200, donc les premiers stages, il y a du monde, hein, tout ça. Moi, j'écris à Eric de Seine, donc ça, je t'en ai parlé. J'écris à Eric de Seine et je lui envoie un projet. Et donc je le remercie encore, hein, parce qu'il a su lire et écouter à travers, tu vois. C'est ce côté quand t'es pas sportif de haut niveau, pas connu, et que t'es quand même écouté. Moi, j'aime bien. C'est difficile que tu te fasses pas éjecter tout de suite, parce que qu'est-ce qu'il veut lui Et lui, Eric de Seine, et ça, comme je te dis, je le répète, et encore une fois, c'est un vrai bonhomme, parce que je pense qu'il a pris la mesure au bon niveau, il a su voir qui j'étais, et ce que j'allais pas faire, ce que j'allais pas proposer, mais surtout ce que j'allais proposer. Et moi, si tu veux, dans le dossier que je fais, l'idée que je lui envoie, je te le résume, c'est je dis voilà, en gros, vous allez sortir une machine extraordinaire. Il y avait la 1200, et là, il sortait la 700. Je dis si vous ne donnez pas un mode d'emploi pour cette moto, vous allez les vendre, mais en fait, vous n'allez pas inspirer les gens et vous n'allez pas pouvoir les accompagner. Vous avez fait l'erreur avec la 1200. La 1200 était une très bonne moto, lourde, était faite pour concurrencer la GS, ça c'est du marché, mais elle avait de vraies capacités à sa mesure, d'accord, à sa mesure, mais derrière, ils allaient sortir une machine de 50 kg de moins, type off-road, tu commences à voir les teasers et tout. Je leur ai dit, en fait, faites un mode d'emploi. Moi, Yann, je sais que je peux être un mode d'emploi, et j'ai envie d'être un mode d'emploi pour la Ténéré. Et à l'époque, il y a un centre en France qui est plutôt Yamaha, tu vois, et c'est l'année où cette personne, elle bascule, d'accord, et ils n'ont personne. Donc, pas qu'ils se sont raccrochés peut-être à une personne, c'est qu'ils se sont dit, mais après tout, on va peut-être arrêter d'aller chercher les sportifs de haut niveau, qui sont bons, hein, c'est pas l'école était bien, c'est même pas le souci, je ne remets pas ça en cause, mais peut-être que 90% des gens qui vont acheter ça, ce ne seront pas des sportifs de haut niveau. Et ils ont besoin d'avoir quelqu'un, par le langage adapté du débutant, moyen, intermédiaire, et puis un peu plus maintenant, parce que moi aussi j'évolue, vers quelqu'un qui sache former, qui sache vraiment. Et donc, dans la foulée, rendez-vous avec Vincent Thomeray, le PDG France, François Tarou, qui prend ses fonctions la même année, qui prend ses fonctions de responsable marketing chez Yamaha. J'expose mon projet. Ils me disent, OK, on va te laisser une Ténéré. La Ténéré arrive en octobre. Donc, toi, c'est l'année d'après, c'est 2019. Hein. Donc, tu vois, c'était il y a longtemps pour moi. Et 2019. Et puis derrière, commence le Bourgogne Ténéré Center, le premier Ténéré Center officiel en France, en Europe, officiel. Et puis la machine s'enclenche. J'ai Paul Hit the Road qui cherchait à faire un stage. Son premier stage qu'il a fait, c'est à la maison. Donc il a fait une vidéo là-dessus, et en plein mois de janvier, en plein hiver, avec cette glace. Je veux dire, on a dormi dans une grotte, parce que je l'ai fait dormir dans une grotte, c'est un peu aventure. Et donc Yamaha, ça match avec eux parce qu'ils sont d'accord. Enfin, il fait une belle vidéo, c'est pas moi qui l'a fait. C'est une personne extraordinaire. Il est c'est vraiment une belle personne au-delà de ce qu'il fait. Et si tu veux, puis après.
blablabla, blablabla. Dès la première année, je fais les stages de mécanique de brousse, tu fais les stages INIRED avec le bivouac, la moto avec les valises, tu vois. L'école, c'est pas que le tout-terrain. Ouais, ok. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on disait qu'il y en avait plusieurs. C'est comme les restaurants, t'as plein de restaurants, mais il y a des gens qui préfèrent manger cette saveur, ça. Donc voilà, chacun choisit son école. Et les gens, moi je dis tout le temps, ils ont besoin aussi... les gens ont besoin d'être accompagnés aujourd'hui parce que ils en sentent le besoin. Ceux qui n'ont pas le besoin, ils font pas de stage. Je prends l'exemple d'Anto Labaroude. Je connais Anthony, on se connaît, on a fait des rassos super ténérés. J'aime bien parce qu'il a tout fait tout seul. Il est brut, hein, tu as vu, c'est un ours, tout ça. Il a fait des voyages extraordinaires en Europe de l'Est. Il les explique bien. Il a un beau récit. C'est du voyage qu'il a fait, tu vois. Il est allé en plus dans la culture des gens. J'aime bien ça. Et pour autant, quand on discute avec lui, il me dit, mais moi tes stages, je comprends pas. Il me dit, lui, il comprend pas le fait que des gens puissent vouloir ou aient besoin de faire un stage pour se préparer à ça. Mais en fait, la réponse, elle est là. C'est que j'ai cette clôture de capacité de compétences que j'ai, et comme les moutons, tu sais, avec les petits filets. Moi, je l'explique comme ça. Tu broutes, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas tout doucement, tu vas vers toi, ce que tu peux faire et sais faire avec ta moto, avec toi, ton expérience, ta vie, tout ça. Et il y a un moment, toi ou quelqu'un d'autre, un formateur, ou un copain, ou un parent, ce qu'on disait tout à l'heure, va déplacer un peu la clôture. Donc tu auras encore de l'herbe à manger. D'accord ? Mais par contre, cette clôture, tu sais que c'est le danger. Si je fonce dans la clôture, je suis emmêlé dedans, hop, je reste comme ça, et puis je meurs. Si je vais au-delà, je vais dans un endroit où en fait, je suis en terre inconnue, et je ne sais plus avoir la notion du danger. Cette clôture des compétences, elle s'acquiert par l'expérience, par toi, tout doucement, tu dis, tu vois là, on parlait de la gestion de la crevaison, cette gestion de la crevaison, tu as su te débrouiller. Tu sais qu'après, tu vas pouvoir faire attention à ça, je ne vais pas oublier ma clé de 27, ou je vais la mettre ailleurs, ou ce que tu veux, mais tu sais que tu as développé quelque chose, une autonomie. Et puis petit à petit, tu vas faire ça. Alors, t'en as, c'est plus rapide, et puis après, t'en as, ils vont se bloquer. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont arriver vers là, en fait, le piquet, il était devant un gros caillou, et moi, ce gros caillou, je fais que le regarder, j'en ai peur. Et t'en as qui vont avoir besoin d'aide, de faire un stage, ou alors d'avoir un copain, encore une fois. Moi, mon but, c'est de déplacer cette clôture et te dire que ce caillou, oui, c'est un danger, mais soit on prend dessus, et on va le prendre de cette manière-là, là, c'est la partie stage, technique, tout ça, soit aussi peut-être que je peux le contourner, parce que moi, je ne franchis pas tout, je contourne beaucoup, il y a des choses, je ne le fais pas. Et oui, peut-être que certains vont se dire, j'ai envie de faire un stage, d'être en confiance. Ça rassure. Et quand ça rassure, du coup, ce caillou, et quand tu vas en voir un autre qui est peut-être plus gros, tu vas savoir réagir devant ce nouveau caillou. Tu vois, je ne vais pas t'apprendre qu'à passer ce caillou, mais je vais t'apprendre à réagir face à ça. Et encore une fois, c'est toute la différence qu'il y a entre, je fais des cours avec, je prends une coupelle, je la mets là, et les stages que je propose, là je fais ma pub, mais ou si tu veux, où je te mets dans des situations et tout doucement, je t'emmène vers. Tu vois, ça c'est important. Et sincèrement, pour la même clôture, chaque personne, et ça c'est mon rôle aussi, c'est pour ça que c'est fin là, d'être formateur. Enfin, pour moi, c'est plus qu'un métier. Tu as le tout-terrain, je sais faire les trucs, les éducatifs, les choses, et après, tu as le formateur qui accompagne. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus difficile à faire. Moi, ça me pompe une énergie énorme de former les gens plus qu'une randonnée. J'essaie de tout voir, les pieds, le machin, lui il a une BM, lui il a une Ténéré, lui il a une Transalp, là, tu vois. Je suis comme ça, ça calcule tout le temps. Et les gens ne sont pas du tout pareils face à cette situation. Mais quand je dis pas pareil, c'est pas pareil. Et donc, le but, c'est de se dire, si je sais que j'arrive dans sa limite, après je leur dis, moi vous sortez de chez moi, cette clôture des compétences, je vous ai mis des barrières un peu plus loin, vous le savez. Maintenant, il faut aller brouter l'herbe. Brouter l'herbe, c'est quoi ? C'est aller rouler avec les copains, c'est faire des événements. Au début, moi je conseille que ce soit un peu accompagné, c'est-à-dire ou bien organisé, tu vois, tu as des événements qui sont bien organisés, compagnons sur rue, voilà. Et derrière, ou avec des copains qui connaissent un peu le coin, tu sais que tu as confiance, que le mec, voilà. Et là, tu vas commencer à brouter l'herbe. Et forcément, tu vas te retrouver encore face à des nouveaux cailloux. Peut-être que ces nouveaux cailloux, tu vas arriver à t'adapter à ça, à le contourner ou franchir correctement, ou peut-être que tu vas encore bloquer. Et là, c'est là où on bascule sur l'étranger, notamment le raid, le Portugal, des choses comme ça. Quand j'accompagne les gens et que je propose des raids et pas des voyages, c'est parce que je sais que là, je vais leur montrer quasiment tous les cailloux. Tu vois, l'ensemble de tout. Et là, après, ils sauront faire. Et je peux te dire, quand il y a un spot qu'on a, tu as une montée comme ça dans le sable, alors sur la vidéo, elle ne range jamais, c'est clair. Ça m'a fait de la peine parce que je l'ai mis en réel, et puis il y en a qui étaient très durs. On parlait des commentaires durs. Le mec, tu le vois, il a la peur, mais parce que ça descend. Parce que dans le sable, quand ça descend comme ça, faut accélérer. Tu peux pas, si tu coupes les gaz, la moto, elle tombe. Donc le mec... Alors pour monter, j'ai eu très peur, mais monter et mettre des gaz, c'est logique. Mais descendre et mettre des gaz, c'est pas
logique. D'accord. Et donc là, je les mets dans la situation. C'est-à-dire qu'en fait, il monte. Je dis maintenant, on descend, c'est par là. Et tu sens la peur du gars. Tu le sens, voilà. Il est là, il te regarde, il est là, il te regarde. Après, gérer la mimique, les gestuels, les coups d'œil, c'est le rôle du formateur. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, il faut toujours tout regarder. Et là, je lui dis non, mais vas-y. Puis il cale une fois, 2 fois. Puis je dis non. En fait, tu vois, tu sais quoi? Tu regardes en bas et tu penses qu'à une chose, c'est rouler à fond jusqu'en bas. Et le gars, en fait, il le fait. Et tu vois, il se met sur la moto, elle fait ça. Et là, tu le vois, la moto, elle se réaligne de suite. T'entends le gros coup de gaz et la moto qui se réaligne. Et là, tu te dis, il a compris. Ah. Parce qu'il a intuitivement, il a réaligné la moto en mettant le coup de gaz comme je lui avais dit. C'est ce que je conseillais. Ouais. Et là, je l'appelle, tu reviens et tu le refais de suite. Oh, purée. Il revient et il refait de suite. Et là, il a tout compris. Tu comprends le truc? C'est ça et là, le gars, il repart. Là, maintenant, ces situations-là, et il était venu avec un faible niveau. Et il repart, il me dit, Yann, je peux affronter le monde. Tu vois, c'est ça que... Et là, moi, du coup, le contrat est rempli, la mission elle est remplie. On a passé un bon moment. Dans tout le panel de gens que tu as eu, t'as quoi comme type de profil qui se démarque en fait? Ah, mais c'est tout juste incroyable. En fait, moi, la maison, c'est un lieu de... Parce que le fait d'avoir le gîte, c'est central, quoi. Oui. On est tous sur place, c'est un cocon, le terrain à côté. Et les gens qui viennent, moi, ils sont de tout horizon. Tu vois, j'essaie aussi d'adapter mes tarifs, parce qu'encore une fois, j'ai pas envie d'être un élitiste. Ouais. J'ai pas envie de... Parce qu'au départ, la moto, elle est pas chère. Non. Donc, elle a ouvert la voie de l'aventure accessible aux jeunes. Avant, c'était des grosses motos à 15 000 balles et 18 000 balles. Et les jeunes qui avaient des moyens mesurés pouvaient pas dire je vais faire un stage, par un voyage, c'était pas possible. Ouais. Et ça, c'est la Ténéré 700, quand elle sort, là, elle jette un pavé dans la main. Elle sort à 9 990, quoi. 10 000 balles. Ouais. 10 000 balles, et la moto, tu peux faire une aventure. Bon, tu vas l'équiper et tout. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, le profil, j'ai des jeunes, donc... qui sont issus qui bossent. Hein. Tu as des ingénieurs, tu as des employés, des choses comme ça. Tu as des anciens, ceux qui ont roulé par exemple, ça, je ne veux pas que tu le coupes ça, qui ont roulé beaucoup en GS, même en tout terrain, et qui trouvent la moto un peu lourde ou autre, et qui se disent attends, je vais essayer. Et donc ils ont la deuxième moto, c'est la Ténéré. Donc tu vois, il y a ce genre de personnes, beaucoup. Ils gardent la GS pour le trail facile en tout terrain et puis le voyage, et la Ténéré pour y mettre des pneus à crampons, ils viennent en remorque et puis voilà. D'accord. Et les profils, ils sont, j'ai eu des gars qui ont 72 ans. Wow. 72 ans qui viennent se tester en tout terrain. Et là, il m'a fait, à 72 ans, 71 ans, en Ténéré 700, il a fait la rando des Grands Lacs du Morvan. Elle est technique, tu vois. Okay. Donc, les profils, je pense qu'à la base, la réunion, c'est de se dire que où je découvre, où je veux conforter mon idée d'aventure à moto. La route, c'est compliqué, c'est dangereux. Ouais. C'est clair, je te le dis de par mon métier. Les gens au téléphone, les infrastructures qui se dégradent. La route, c'est dangereux. Et le moyen de découvrir une nouvelle aventure, c'est de se dire, j'ai un trail et des pneus à crampons, et puis j'y vais. Je vais aller partout. Ouais. Est-ce que tu sais, du coup, tous ces profils, est-ce que tu sais ce qu'ils viennent chercher spécifiquement chez toi? Est-ce que c'est plutôt préparation en voyage? Est-ce que c'est plutôt la technique en trail? Est-ce que c'est plutôt la mécanique, puisque tu proposes tout le panel? Est-ce que tu as eu des retours des gens? Ou est-ce que c'est... Alors, ça va embrayer sur une suite, parce que je sais qu'il y en a qui viennent en conscience de se dire, je ne vais pas partir en grand voyage à Blanc, je vais me former avant. Donc voilà, qu'est-ce que cherche tout le monde? Alors, encore une fois, ça dépend des profils et ça dépend de ce que eux souhaitent faire. Alors, les grands aventuriers, ceux qui veulent partir pendant 10-12 mois, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai parlé, il y a Julie Martin, il y a des gens qui sont partis, qui sont venus se former exprès parce qu'ils préparaient quelque chose sur plusieurs mois. T'en as qui n'en ont pas eu besoin, encore une fois. Après, je pense que c'est beaucoup des gens qui veulent être dans la sécurité et qui ont un petit peu peur de la moto et qui manquent de technique. Moi, je dis tout le temps, quand tu respectes la technique à la lettre, elle te sauve. Si tu te concentres sur la technique, tu es tranquille. En fait, si tu appliques, pas bêtement, mais presque, et si tu appliques vraiment tous les trucs, alors après, il faut arriver à les enchaîner. Hein. C'est plus de la coordination, c'est le plus gros problème dans les stages. Mais, donc ça, ils viennent chercher, je pense, dans une majorité des cas, le confort de ça et surtout des clés pour pouvoir maîtriser sa moto. Les images sur les réseaux font qu'en fait on croit que la moto elle est hyper facile. Elle est facile, mais il faut des années pour maîtriser. Tu fais pas du Paul Tarès en 2 jours. Hein. Moi, je fais du Paul t'arrête. C'est pas pareil. Ouais, Paul t'arrête. Des fois, je leur dis Paul t'arrête. Je reviens sur la question que tu m'as posée tout à l'heure et j'ai manqué une précision quand tu me disais mais c'est quoi qui te fait aussi ouvrir l'école et autres. En 2000, alors l'idée c'est 2016. Hein. Au départ 2016, je veux la créer l'école.
mais j'ai un accident, en 2017 j'ai encore un accident, je peux pas faire j'ai repoussé 3 fois le stage. Donc tu vois, en fait, c'est 2018 je peux le passer parce que là j'avais ma fenêtre, et là du coup j'ai pas d'accident. Toutes les agences de voyage, tous les organisateurs de randonnées de 3 jours, de ci, de là, ne formaient pas les gens pour ça. En fait, t'avais pas une école, et à ce moment-là tu peux chercher, il n'y a pas une école qui dit je vais t'apprendre à faire du tout-terrain, gérer ta moto, il n'y en a pas. En gros, si t'es pas enduriste depuis que t'as 3 ans avec papa, tu peux pas te mettre au trail comme ça facilement. Quoi. Enfin, puis, faut y aller. Tu prends des agences de voyage connues comme Trail Rando, comme tout ça, Ouais. ne proposez pas de stage. Oui, ils t'emmènent. Ils te proposaient le machin, alors en Maroc, tu vois, en Amérique du Sud, tout ce que tu veux, en Inde, tu prends une moto, tu roules sur les chemins, et tu te dis... Mais, si tu sais pas faire... Et les gens tu sais que les gens sont en difficulté. Tu vois, des randos de 3 jours organisés, beaucoup vont faire cette rando de 3 jours avec les potes. Ouais, tu verras, c'est facile, si ça là, il y a 3 niveaux. Ils reviennent et me disent... j'ai fait tomber 15 fois la moto, j'ai pas compris. Les ornières, du coup, pour moi, c'est un gros monstre avec 8 têtes qui veut me bouffer. Comme la boue, et tu vois. Et donc, ils viennent chercher, parce que quand on dit que c'est des stages d'initiation, forcément, il y a des gens qui ont quand même roulé, qui ont essayé. Tu l'as fait, tu as roulé sur le chemin, tu as vu, c'est compliqué des fois. Ces gens-là, ils se sont retrouvés à dire ok, j'ai des écoles. Le mec, a priori, c'est bien ce qu'il propose comme stage. Parce qu'en fait, un stage, ça coûte au bas mot, en gros, un week-end, c'est 500 balles. Enfin, voilà, après, ça dépend chez qui tu vas. Mais combien ça coûte un carénage ou un réservoir ? Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Combien ça coûte une cheville et 6 mois ou 8 mois d'arrêt Oui. tu vois ce que je veux dire ? Je dis pas que tu le feras pas, que ça t'arrivera pas d'abîmer ta moto ou toi. Mais plus tu vas apprendre de techniques, plus tu vas être en confiance. J'ai beaucoup de gens, moi, qui m'écrivent... Donc... J'ai pas fait beaucoup de off-road sur ma chaîne, mais bon, comme on disait avec un collègue, une T7, du coup, c'est tout de suite associé un peu au off-road, même si j'en ai pas fait beaucoup. Et donc, il y a des gens qui m'écrivent souvent qui me disent ouais, mais moi, je fais pas de off-road, donc tes vidéos off-road, elles me plaisent moins, je suis plutôt sur la route. Et il y en a qui me disent, mais j'aimerais bien essayer un jour. Du coup, la question, est-ce que tout le monde peut se mettre au off-road ? Parce qu'il y en a qui me disent, ah non, mais moi, j'en ferai jamais. Et parce qu'ils pensent tout de suite que c'est du Poltares, peut-être, tu vois, ou sensationnel. Alors, tout le monde peut, sincèrement, tout le monde peut. Après, est-ce que tu vas être à l'aise ou pas ? Est-ce que ça va être toi et le feeling que tu vas avoir avec ta moto, et surtout la sensation que tu vas prendre en off-road. Il faut du plaisir pour ça. Oui. En gros, tout est une question de plaisir. Moi, quand les gens viennent passer un week-end à la maison, outre le fait que tu te retrouves à apprendre le tout-terrain, tout ça, parce qu'ils viennent pour ça, il faut que tu sois dans une bulle de passion et de plaisir. Oui. Et alors là, pour le moment, tout ça, ça se passe dans l'école, mais tu proposes aussi des voyages. Alors, j'aime pas utiliser le mot voyage. Ouais. Parce que un voyage, pour moi, c'est très personnel. Une agence de voyage qui va te proposer un truc tout fait, c'est pas un vrai voyage pour moi. Le voyage, c'est celui que tu vas faire toi avec tes potes quand tu vas être... moi, je propose des raids. D'accord. Voilà, j'ai des aventures et des raids. Et pourquoi je te dis que c'est pas forcément un voyage ? C'est parce que dedans, tu as toujours une part de formation. Donc, du coup, moi, j'ai les 2 diplômes. Ouais. Donc, je suis guide de randonnée et je suis initiateur moto. Donc, j'ai les 2 diplômes. Et toi, quand on fait le Maroc, parce que du coup, là, ça s'est développé un petit peu au Maroc. Là, il y a le Portugal, il va y avoir la Grèce, la Roumanie et les pays nordiques. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Si tu veux, le mot voyage, alors, toi, Greg, les apprentis voyageurs, oui, il faut apprendre à voyager, mais pour apprendre à voyager, il faut au début être accompagné, c'est ce qu'on a dit, c'est toujours bien. Et même si tu n'es pas accompagné avec une structure que tu payes, tu es toujours accompagné avec un copain qui sait ou autre. Ou papa, ou... Ouais, voilà. Ouais. Donc, toi, peu importe ça l'idée. Le voyage, c'est quand tu le fais toi, que tu décides de tout organiser toi avec ton trajet. Moi, je propose des raids. D'accord. Des raids qui sont un petit peu aventure, adaptés aussi à la Ténéré, parce que la Ténéré, elle t'offre la possibilité, et ça, on ne peut pas le dire le contraire, d'aller vraiment dans des endroits vraiment reculés. Elle est fiable. Elle est toute simple, elle est pratique, elle n'est pas très chère, ce qui fait, elle est facile à réparer. Et donc du coup, les raids au Maroc, j'ai réalisé avec un gars qui est sur place, qui loue lui des motos. On a réalisé un raid mais qui est vraiment aventure plus. Et dedans, tu as toute la partie formation, notamment sur le sable, parce que du coup, je fais des stages sable aussi au Maroc, vraiment que pour le sable. Mais pendant le raid, tout le temps, il y a des spots où on passe 1 heure et demie à développer une compétence
pour ensuite aller, parce que le clou du spectacle dans le raid, c'est d'aller sur l'ergue de chez Gaga et de franchir la plus haute dune de chez Gaga. Donc là, tu vois, alors on leur apprend à rentrer en confiance. Et plus ça va, tu vois, plus je monte, c'est ce que je fais dans mes stages. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je joue beaucoup sur le psy, le feeling, et j'emmène tout doucement sans forcément que les gens s'en rendent compte. Voilà, c'est un petit peu, c'est la finesse de l'andragogie, tu vois, le mot, la minute Wikipédia. Et donc, je les emmène tout doucement. Il y a des spots où tout doucement, je les emmène vers un niveau de compétence. Et quand il y a face à eux la grosse dune de chez Gaga, déjà le matin, ils ont peur et tout. Et en fait, tu leur donnes confiance, tu fais 3-4 exercices et paf. Et ils y vont. Ils y vont. Et quand ils arrivent en haut, sans blaguer, ils pleurent. Ouais, je l'ai fait. Ils pleurent. Et ils disent, mais attends, mais tu te rends compte où je suis? Et là, tu as tout le jardin de dunes de chez Gaga qui est là. Et tu vois, c'est l'aboutissement un petit peu du truc. Okay. Donc effectivement, je propose on sort des frontières maintenant avec Triatitude. C'est compliqué parce que c'est du temps qu'il faut. Donc j'ai mes 2 métiers. Là maintenant la moto elle prend beaucoup de place. Mais donc là cette année il y a le Raid Portugal. Donc c'est une immersion au Portugal où on fait une belle boucle Porto-Porto. Alors j'en ai pas parlé mais là je peux l'annoncer. Il y a le Sénégal qui va se faire en Ténéré 700. Wow. Donc là ça va se faire en janvier avec une première troupe. Mais c'est ficelé, les gens sont déjà avertis. On a juste à caler la date. Donc le Sénégal ça va être là. Là l'hiver prochain je vais faire mes recos en Grèce. Parce que là Grèce je veux absolument aller en Grèce. C'est le pays que j'aime beaucoup. Et après, je vais faire une partie des pays nordiques parce que c'est aussi, je l'ai fait en 4x4 en bivouac avec ma femme et mes filles. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux. Mais c'est pas du voyage. Le voyage, c'est quand les gens partiront tout seuls et qui m'écriront en disant... Ils feront leur voyage. Voilà, ça, c'est du voyage. Voilà. C'est ma notion. Hein. C'est quoi ce bruit? Oh les gars Putain, Tony, il était heureux. T'étais là depuis le début. Vous discutez, mais moi j'ai une question là. Comment vous êtes connus et comment t'es arrivé derrière le tonneau, toi? Moi, je repars à la mécanique parce que j'ai une roue à réparer. Pour faire ta vidange. C'est les Triatitude Days. La première fois... Est-ce que c'est ça la première fois? Putain, il n'y a pas eu de sexe, ça c'est sûr. Non, la vraie première fois, c'est au Ténéré Spirit Camp, au premier, où tu m'as sauvé la vie. Je t'ai sauvé la vie. J'aurais peut-être pu me faire déjà ça prématurément. C'est vrai? Ouais, parce qu'il y avait un parcours. Parce que moi, il y avait un parcours dans les sous-bois, tu sais, avec le grand champ. Et il y avait un parcours complètement pour moi à l'époque à la con, parce que je débarque. En fait, j'achète la T7 et je refais la DR. Parce que la T7 me fait peur en off-road, je veux me mettre au off-road. Donc trop haute, pas de technique, j'ai jamais fait de off-road. Toutes les discussions qu'on a eues juste avant. Non mais voilà, et donc du coup, je vais à Ténéré Spirit Camp, qui a fait qu'après j'ai plus jamais utilisé la DR et qu'elle est restée 1 an à macérer et que je l'ai vendue, tu vois. On arrive sur ce parcours à travers les bois et à un moment donné ça fait un virage vraiment à 180, en dévers cochon. Hein. Et donc t'arrives là, tu dois tourner à gauche et évidemment la moto si elle tombe pas là, elle tombe là. Et là t'as Yann qui t'attend comme ça et tu dis bon il a l'air costaud mais il sait ce qu'il va tenir quand même. Et effectivement tu m'as tenu 3 fois, j'ai jamais réussi à le passer. C'est vrai? Ah ouais, j'ai jamais réussi à le passer. Tu m'as sauvé la vie 3 fois. D'accord. Ah oui, tu vois, je m'en souvenais plus. Bah ouais, mais parce que c'est là la rencontre. Et c'est vrai que je voyais un peu tes vidéos passer. Et après, quand même, on va compléter pour répondre à Tony. L'année dernière... C'était avril dernier, du coup. Je crée les Triatitude Days, c'est l'anniversaire de mes 5 ans, avec Mélusine, Malender et puis Anne-France d'Hauteville. Oui. Et je vois passer une inscription, parce que moi, Greg, les apprentis voyageurs, c'est pas marqué Grégory Lacaze. Et comme il s'inscrit sur mon site et il n'a pas marqué Greg, les apprentis voyageurs, moi, je vois passer le truc et je sais pas que c'est lui. Comment tu veux que je sache? C'est vrai, on se connaît pas. Et puis, après, tu as été participant. On a fait ça. Et après, on a bien discuté parce qu'on a quand même passé 3 jours au week-end. C'était vraiment un chouette moment. Oui. Du coup, après, on peut en parler, mais... Ouais. Ah, on peut. On a le droit d'en parler? Ah bah moi ça m'intéresse vraiment, donc c'est donc bon, on peut en parler. Donc du coup, c'est ce week-end de 3 jours où c'est un rendez-vous comme un forum des grands voyageurs qui viennent expliquer leur voyage en Amérique du Sud, autour du monde, tout ça, avec des ateliers de mécanique, de tout terrain, tout ça que j'avais La vidéo est toujours dispo. Elle est toujours dispo, donc tu mettras le lien, parce que je sais que tu dis on met le lien. Eh ben, on va vous le reproposer avec Greg pour l'année prochaine, en 2025. On va vous proposer
à peu près le même format, parce que ça a matché après. Voilà, moi je te trouve assez sympathique. Ça tourne. Non, si je te trouve vraiment sympa, et après parce faut qu'on réponde à Tony quand même. Et si sympathique et surtout assez humain, t'es pas. Bon, après tu vends tes mugs et tes trucs. D'ailleurs, ils sont toujours. Non, c'est bon, j'arrête. Non, je rigole. Mais si tu veux, non, après, prends pas forcément la tête, et puis voilà, puis t'es dans une dynamique que j'aime bien, et ça colle avec l'esprit voyage, tu vois, que je donne aussi. Donc, non, mais je partage, de toute façon, sinon, je pense que tu as cerné mon caractère. Il y a des gens dont je parlerai pas, et si je parle de toi, c'est que j'apprécie aussi. Écoute, et si tu es là, c'est que je t'apprécie aussi. C'est réciproque. Alors, il y a quand même une grosse différence, c'est je ne bois pas une goutte d'alcool, et là, c'est vrai. C'est le monde du viticole, mais bien en Bourgogne, si tu veux. Mais j'ai pas les moyens d'acheter vos vins. Ouais, moi non plus. Et puis faire un partenariat moto et vin, c'est un peu compliqué. Ouais, tu peux faire. Moi, j'y arrive sur le Bourgogne Château Tour. Merci beaucoup. D'autres personnes dans la salle? Il est parti du coup. Tu crois qu'il a écouté la fin de la réponse? Il s'en fout. Il s'en fout. Ouais. C'est juste pour le contenu, quoi. J'ai une petite question qu'on aime bien ici, j'ai l'impression, que je vois dans les commentaires. Est-ce que tu as des anecdotes croustillantes, alors de voyage ou de stage ou des trucs ou de galères on aime bien ça. Du croustillant. Alors, en voyage, moi perso, à part ce passage des frontières qui était compliqué, que tu vois des militaires, mais c'était des choses pas courantes, mais c'était fait. J'ai jamais eu de grosses galères. Je suis jamais tombé en panne. Tu sais, un coup mon régulateur, un coup le machin. J'ai pas fait ça. J'ai quand même une anecdote. La journée noire au Maroc l'année dernière. Tu t'en veux encore ou pas? Vas-y, on va. L'année dernière, j'encadre 4 raids d'une semaine au Maroc. C'est exceptionnel, hein, c'est extraordinaire. Moi, dans mon planning, pour rentrer ça, c'est tout juste incroyable. On a une journée, mais noire de chez noir. On arrive donc sur l'Ergue de chez Gaga, donc tu sais l'endroit que je te dis qui est magique, tout ça. On fait le petit stage de le sable pour monter le plus haut du truc. Et là, les mecs, ils écoutent pas les consignes. Je leur ai parlé de trajectoire, parce que tu sais, en tout terrain, il y a la trajectoire qui est hyper importante. Si tu passes pas par là, je leur ai dit, derrière la dune, t'as un cratère, il faut faire gaffe, il faut passer là. On a envoyé là aussi le guide pour qu'il marque l'endroit pour passer. Enfin, tu vois, j'essaie de faire vraiment les choses. Je dis donc, j'y vais en premier. Je monte, vous suivez bien la trace, vous comptez jusqu'à 30 et vous me suivez, parce qu'il faut quand même un petit peu d'espace, tu vois. Donc, je monte, hop, j'arrive en haut, hop, je passe la moto, et là, je me retourne. Je vois le mec qui part, il prend pas la bonne trajectoire. Mais le problème, c'est que pas la bonne trajectoire, c'est au lieu d'avoir ça à sauter, t'as 3 mètres. Oh bordel. Et je le vois sauter comme ça, 3 mètres, la moto elle part. Mais il était à fond de 3, parce qu'il faut monter à fond de 3. Ouais. Donc il part, il saute, je le vois comme ça. Et je lui dis, il va s'écraser. Et il réatterrit et il continue à accélérer. Je vois. Sauf que d'après, c'est plus 3 mètres, t'as presque 10 mètres. Ça l'a pas calmé là? Attends, non, il s'est pas arrêté. Au même moment, l'autre, il démarre derrière. Tu vois, les 30 secondes, lui, à la Suisse, c'est 10 secondes. Tu sais, voilà. Donc, l'autre, je le vois, il saute l'endroit qui était beaucoup... Ou derrière la dune, mais je te dis, c'est 8-10 mètres. Ouais. Donc là, je sais que c'est catastrophe. Et tu sais, je sais. Je vois prendre la trajectoire, je dis... là, je sais pas ce qui se passe. Et derrière, l'autre, je vois, il prend une autre trajectoire. Et là, il y a un autre cratère. Et là, je me retrouve, je vois les deux gars, ils font... Ploum, et je les vois plus. Mort. Je vois les deux en haut qui sont là, qui continuent à faire ouais, tu sais, j'étais tout content. Là, je pose la moto, je cours dans le sable, courir dans le sable. Quand ça monte, tu cours. Et là, je vois l'autre, il fait ma jambe, le premier. Le deuxième, et je vais voir, je dis attends, j'arrive, je palpe, hop, je regarde, c'est pas cassé, tu restes là. Et l'autre, je le voyais pas. Et l'autre, pour moi, c'était plus grave. Et là, je le vois debout et il regardait sa moto comme ça, là, la moto à l'envers. Je dis mais comment il a fait pour atterrir dans un... C'est un trou. Donc, je retourne, je m'occupe du gars, une entorse, rien de spécial. Je cours vers l'autre, un peu sonné, tu vois, la moto un petit peu abîmée, tout derrière les carénages. Donc là, tu fais le bilan. Mais j'ai l'habitude de gérer ce genre de situations, même des fois vraiment pire. Donc, on repart, donc on arrive à sortir les motos, on sort la moto sur un petit plateau, la deuxième aussi, on retourne au truc, on arrête, j'ai dit on arrête, stop, tout ça. Et là, le mercredi noir, c'est un mercredi, le mercredi noir continue. On part de l'Ergue de chez Gaga à 10 km, il y en a un, l'embrayage fumé. On lui avait dit, de faire attention à ça. Tu sais, donc, au milieu de rien. Donc, on enlève les bagages du 4x4, on met la moto dessus, on remet les bagages, tout ça, on remet les bagages sur les motos, on part, on fait 2 km. Celui qui avait fait la chute, tu sais, il fait tomber la moto sur un galet. Alors là, tu vois, tu te dis,
j'ai le désert, j'ai du sable, tu vois, des pistes, j'ai pas un caillou, j'en ai pas. Lui, il a fait tomber la Ténéré, côté carter, sur le seul caillou rond, il pétait le carter. Et là, tu fais, mais non. Ça ne s'arrête pas. Redescendre la moto de l'embrayage, resserrer quand même l'embrayage, remettre la moto avec le carter parce que c'était mort. On continue. Et là, comme il y a un peu de sable, d'un seul coup, je vois une moto par terre, je vois Nathalie, comme ça, je vois la moto par terre. Mais tout ça dans un laps de temps de 2 heures, 3 heures. Tu vois, ça fait beaucoup. Hein. Donc, elle me fait, je regarde, pas cassé. Elle me dit, ouais, mais je lui dis, t'as dû la luxer et revenir. Donc, après, l'IRM a confirmé ça. Ouais. Donc, mis dans le 4x4, le guide marocain qui prend la moto, on reprend la moto, on repart, on emmène tout le monde. Et là, avec le dernier qui était fatigué, on crève 2 fois de l'avant. Oh non. Coup sur coup. Dans le sable. Alors, c'était une piste de cailloux, tu vois, donc on crève 2 fois. Mais la journée, alors après le soir, t'arrives, il faut gérer un carter à ressouder, un embrayage à changer, 2 blessés et demi à gérer. Et psychologiquement, la charge, elle est énorme. Et tu vois, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand tu emmènes les gens ailleurs, il faut le gérer. Ça peut arriver. Alors tu vas me dire que là, ça faisait beaucoup, mais après, c'est arrivé. C'est que ça peut arriver, il peut arriver pire. C'est qu'il faut arriver à le gérer. Hein. Tu sais, nous, chez les pompiers, quand on te formait, on te mettait des situations, donc le feu, on te mimait un feu. Et puis, alors, tu avais au début un petit feu qui se transformait en un gros feu, puis après, ils te rajoutaient un camion, une mobilette, un avion qui s'écrase, tu vois, le train. Et à chaque fois, en fait, tes trucs, t'étais tout le temps comme ça, donc c'était empirique, tu vois. Non. Ça, c'était pour voir comment tu réagissais et jusqu'où tu craquais, en fait. Ouais. Et ben, en fait, c'était ce mercredi. C'était ce mercredi. Mais au Maroc. Ouais, mais après, mais après, c'est encore une fois, les gens, tu les recroises, c'est piquant, on a du croustillant, c'est-à-dire qu'en fait on a du contenu, quand on discute on ne se rappelle que de ça en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors pour conclure, on vous a saoulé pendant 1 heure. Tu crois? Voilà, Greg il est resté planté avec sa jambe en bois là. J'ai plus de sang dans le pied. Là il s'est fait tailler une jambe en bois par le père de Pinocchio là, comment il s'appelle, Geppetto. Voilà, il a taillé une jambe en bois en fait avec un fût. Voilà, on n'a même pas bu un coup pendant les 2 heures d'interview. Si de l'eau, il faut pas le dire. Bon, en tout cas, merci pour cet échange, Yann. Merci à toi de l'invitation. Ouais, un plaisir. Plus chez toi, parce que c'est quand même c'est important de dire qu'on est chez toi, dans son bout de garage. C'est ça. Voilà, puis merci pour tous vos commentaires. Soyez courtois. Ouais, c'est ça. Voilà, soyez indulgents en fait avec les commentaires sur les réseaux. Enfin, moi j'y tiens. Posez plein de questions. Enfin, tu me diras. J'essaierai d'y répondre. Les suivre, puis d'y répondre un maximum parce que voilà. Et on n'était pas là pour faire de la pub pour Triattitude. Moi, je tiens à le préciser. Oui. Parce que je pense que de toute façon tu vas l'orienter comme ça. Et le but c'était d'avoir avec une école de pilotage en France. Est-ce que c'était intéressant d'aller faire des stages? Dans quelle mesure? En plus, j'ai des gens qui m'ont dit, dis donc, ce serait pas l'occasion tes interviews de faire venir quelqu'un qui soit guide ou qui soit prof, qui soit voilà. Et donc forcément, tout de suite, je savais à qui dire de venir. C'est vraiment donc si tu peux mettre le moins de pub possible pour Triattitude, voilà, juste expliquer les morceaux, pourquoi faire tout ça, c'est bien comme ça. Voilà, parce que le but c'était vraiment pas ça, c'était de les accompagner dans leurs futures aventures et voyages. C'est ça. Bon, écoute, merci encore. Merci à toi. Et pour vous, on se retrouve dans la prochaine interview. Ciao.